Et si après le terrorisme islamiste, le monde faisait face à une longue guerre civile? Actuellement, les principales guerres civiles dans le monde se trouvent dans le monde musulman. En effet, 80% des victimes du terrorisme islamiste sont dans les pays musulmans. Comment appeler ça si ce n'est une guerre civile? Comprendre cette guerre-là, c'est comprendre la guerre civile mondiale qui pourrait s'en venir. Tout d'abord, il y a le facteur religieux. Des États comme l'Arabie Saoudite ont diffusé leur islam littéral à travers l'ensemble du monde musulman, ce qui a créé des problématiques religieuses mais aussi sociales, menant ainsi et alimentant la guerre civile. En effet, les terroristes islamistes se revendiquent souvent de ce courant-là, qui est le courant wahhabiste. Le deuxième facteur est le facteur de structure sociale. Dans beaucoup de pays, plus de 50% de taux d'analphabétisme a été atteint, principalement chez les femmes. Alors, ce fait modifie donc la structure sociale, puisque la femme sort, gagne de l'argent, devient indépendante, et donc modifie toute la relation famille-société. Alors ça, bien entendu, ce n'est pas du goût des conservateurs, de toutes les structures conservatrices, qui sont souvent les structures religieuses, tribales, parfois et souvent gouvernées par des hommes, et donc qui voient leurs privilèges remis en cause. Alors cette perte de privilèges est expliquée par les forces conservatrices comme venant du monde occidental et donc de la mondialisation. L'Occident et donc la mondialisation qui est aussi vue comme un acte de guerre dans la mesure où il est reproché à l'Occident les crimes de colonisation, mais aussi la question palestinienne, mais aussi les guerres en Irak et autres guerres au Moyen-Orient. Toute cette situation-là est bien entendu aggravée par la crise économique que traversent ces pays-là, due entre autres à la corruption, au déclin de l'État-nation, du sentiment d'appartenance. Tout cela va faire que la société va se diviser en deux, ou plutôt les forces conservatrices en deux branches. Une branche armée et puis une branche qui cherche uniquement à avoir les biens matériels de l'Occident sans s'occidentaliser en termes de valeurs. Cette frange-là de la société va se retrouver entre autres en Europe, due notamment à cause de la guerre. Alors, chose importante, c'est un exemple de ces forces conservatrices, par exemple en Égypte, où les islamistes ont été renversés, où il y a eu des millions de personnes dans la rue, même s'il y a eu un putsch, il y a eu quand même plus de 20 millions à l'externe pour réclamer la démission des frères musulmans. Et malgré ce renversement-là, en Égypte, par exemple, entre autres, les femmes ne peuvent pas s'habiller comme elles veulent pour sortir. On ne peut pas boire l'alcool là où on veut, ce qui démontre ici que le conservatisme ne veut pas dire forcément la religion. Alors pour récapituler, on peut dire que le monde musulman traverse une crise religieuse, mais c'est aussi une crise démographique qui a mené à un changement des structures sociales et donc la perte de privilèges de nombreuses structures, et bien entendu l'aspect économique, aussi la corruption et bien entendu la fin de l'État-nation. Ceci, comme on l'a vu, va créer deux groupes. Un premier groupe armé, donc le terrorisme, puis un groupe conservateur, dont une partie va migrer en Occident tout en gardant certains traits anti-mondialisation, donc anti-Occident, avec tout le ressenti par rapport aux guerres qu'il y a eu par le passé ou actuellement dans la région du Moyen-Orient. Cette résistance à la mondialisation
n'est pas une spécificité de la population du Moyen-Orient. Donc on ne va pas tomber dans des préjugés, mais c'est une spécificité un peu mondiale. Alors en Europe, par exemple, on va voir une montée des groupes d'extrême droite, une montée de l'islamophobie, euh, entre autres à cause de trois prismes. Alors, le premier prisme est un prisme d'ordre économique, puisque les populations autochtones euh, vont subir ou sentir qu'il y a une perte de privilèges dans le contexte de la mondialisation. On sait très bien qu'il y a des emplois qui se délocalisent, entre autres, prenons exemple en Chine, parce que ça coûte moins cher. Et le fait que ça soit mis ailleurs est perçu de façon négative et assimilé donc à la mondialisation de façon assez juste. Et donc l'arrivée des populations migrantes est assimilée à la même chose, à une mondialisation, de quelque chose qui est assez négatif, surtout que ces populations-là sont embauchées pour faire des petits jobs, ce qui fait que ça fait baisser les salaires moyens dans bien des secteurs. Donc c'est cette dualité-là, ce sentiment-là de cause de perte de privilèges qui fait que l'immigration et la mondialisation sont mal vues. Deuxième prisme, c'est tout simplement que les populations qui arrivent sont souvent des populations qui, qui font de la résistance à la mondialisation, donc à tout ce qu'ils perçoivent comme occidental pour ne pas modifier leur structure sociale et donc ne s'intègrent pas ou ne font pas beaucoup d'efforts d'intégration, ce qui est là très mal vu et assimilé encore à la mondialisation. Troisième prisme, tout simplement les discriminations, la ségrégation et aussi l'assimilation du terrorisme à l'islam et à l'islamisation. Entre autres, le fait que les médias passent en boucle des images de terrorisme, alors que statistiquement, on sait très bien que, par exemple, le chômage tue beaucoup plus de personnes de façon indirecte, hein, c'est-à-dire les effets psychosociaux du travail tuent beaucoup plus de personnes que le terrorisme en lui-même. Donc, c'est dans ce contexte-là de rarification des ressources et de l'apparition de migration que la mondialisation est vécue. Alors, tout ceci rentre aussi dans le contexte de la fin des États-nations. On voit beaucoup plus de regroupements, l'Union européenne, etc. Et là, on ne porte pas de jugement, mais c'est factuel. C'est ce sentiment de la fin d'État-nation crée automatiquement d'autres sentiments d'appartenance, surtout qu'il y a d'autres populations qui s'en viennent avec aussi des sentiments d'appartenance divers que celui de l'État-nation. On a pris ici l'exemple du monde musulman, c'est parce que il y a un aspect plus pour l'instant plus médiatique, mais c'est valable aussi pour toute la population qui viennent aussi d'Europe, hein, qui peut être par exemple polonaise ou française ou espagnole ou même ailleurs, australienne par exemple, entre autres. Mais donc c'est dans ce contexte-là que va se développer d'autres sentiments d'appartenance. Alors ces sentiments d'appartenance seront exacerbés par le libéralisme économique, puisque l'État-nation ne protégera plus de façon sociale ses concitoyens. Et donc, du coup, les personnes vont devoir compter sur eux-mêmes, mais aussi sur leur communauté, qui n'est pas forcément que religieuse, elle peut être linguistique, elle peut être sociale et autres. Dès lors, ce qu'on verra, c'est que de la rivalité des nations, on passera à la rivalité des êtres, où a priori la lutte des classes sera terminée, car les médias, comme ils le font avec le tourisme, pointeront du doigt une communauté face à une autre, et ainsi naîtra une guerre civile mondiale. Alors, comme on l'a vu, juste pour préciser, ce n'est pas tant la mondialisation qui causera ça, puisque la violence, il y en aura toujours. Avant, c'était la guerre entre États qui causait des millions, sauf que maintenant, on sera vers un autre type
de guerre civile, tout simplement parce que les moyens, il n'y a pas de contrôle et plusieurs autres raisons qu'on a vues un peu plus haut. Alors, cette situation touchera le monde entier. On a pris l'exemple de l'Europe ou des pays du Moyen-Orient, mais cette situation touchera aussi l'Afrique, où il y a aussi une migration interafricaine, où il y a aussi une migration asiatique. Ça touchera aussi les pays arabes, les pays asiatiques d'Amérique du Sud. Tout le monde sera confronté à ça parce qu'il y aura d'autres, comme on l'a vu, d'autres sentiments d'appartenance. Et c'est justement à la jonction de ces sentiments d'appartenance qu'il y aura le plus de violence. On prend par exemple l'exemple en France, par exemple, de la banlieue, qui est la banlieue proche, qui se retrouve dans le fond entre le centre-ville, par exemple Paris, mais une certaine couche sociale, puis il y a les migrants, et puis de l'autre côté, il y a tout ce qui est un peu rural. Donc, vous voyez, c'est dans le touchement de ces populations-là, banlieue et autres couches sociales où il y a le plus de troubles, il y aura le plus de troubles. En Angleterre, ça sera au centre-ville. Et en fonction de l'aménagement territorial, à chaque fois qu'il y a un touchement entre ces plusieurs populations, et pas forcément, comme on a dit, religieuse, hein, ça peut être social, linguistique, croyance, etc., etc. Alors, si vous avez aimé cette vidéo, merci de la liker, de la partager et aussi de vous abonner. C'est ma deuxième vidéo. J'ai essayé de faire un peu plus d'efforts. Bon, essayons toujours de m'améliorer un peu plus. Bien sûr, n'hésitez pas à laisser vos commentaires, mais aussi des questions si vous en avez. Merci.